Euh, Très bien. Juste. Alors, je vais vous parler à la fois de recherches que l'on fait et aussi merci, de l'impact, enfin, des problèmes qu'on a eu à essayer de mener ces recherches. Euh, pour commencer, pour dire d'où je parle, donc je suis directeur de recherche CNRS. Je dirige un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. On analyse les grands systèmes, mais moi, mon équipe particulièrement, on s'intéresse aux systèmes sociaux. Et depuis les années 2000, avec la migration de la société vers les plateformes numériques, eh bien, il y a eu des opportunités assez incroyables d'observer les systèmes sociaux, on va dire in vivo, même si c'est avec des comportements propres au milieu numérique, en extrayant des données des plateformes numériques. Donc ça a commencé par les blogs, après les wikis, après les réseaux sociaux, et puis de faire tout un tas de choses dessus pour essayer de comprendre où va la société, comment s'organise par exemple le militantisme politique ou l'information climatique sur ce genre de réseau. Et on a monté des observatoires pour absorber des données. Alors, dans notre laboratoire, on s'est occupé de plusieurs types de données, mais beaucoup d'un média qui a fait la une récemment, qui s'appelle maintenant X et qui avant s'appelait Twitter, parce que c'était un média qui était ouvert, c'était un des rares réseaux sociaux où l'ensemble des contenus était complètement public, et où aussi le réseau social lui-même donnait des API, donc des protocoles informatiques qui permettaient aux chercheurs, et n'importe qui d'ailleurs, d'extraire des données du réseau et de les analyser. Donc il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur ce réseau-là pour cette raison-là. Et on a monté en 2016, face à la montée en fait de la désinformation. Donc il y avait eu le Brexit, puis après Trump, et puis il y a les avoirs 2017 qui allaient arriver. On a lancé des observatoires sur ce média-là, à la fois de la vie politique, des questions des débats climatiques, donc c'est des observatoires différents. Et puis après, quand le Covid est arrivé, on a lancé aussi quelque chose sur le Covid. Ça nous a permis de dire tout un tas de choses sur comment les communautés politiques, comment les communautés scientifiques s'organisent, comment la désinformation circule, on a détecté des campagnes d'ingérence. Pendant l'élection de 2017, par exemple, on a signalé les Macron Leaks, on a signalé aussi d'autres types d'ingérence. Et donc, on a déployé tout un système d'observation, à la fois qui permet de comprendre les mondes numériques, et puis aussi de se défendre ou d'analyser les attaques informationnelles dont on a parlé tout à l'heure avec Mathias Girel. Juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut faire, ça c'est une reconstruction à partir des échanges sur X Twitter de l'espace politique français et de son évolution entre 2016 et 2022. Ici, chaque petit filament, c'est un échange d'informations entre des comptes. Là, vous avez à peu près 80 000 comptes par photo. Et puis, une fois que vous avez ces échanges de comptes, vous pouvez catégoriser les comptes à l'aide d'outils informatiques qui donnent les couleurs, qui donnent en fait les partis politiques, et une représentation spatiale, tout ça c'est automatisé, vous permet de montrer comment s'organise l'espace politique et l'échange d'informations au niveau du Twitter politique. Donc en France, en 2016, on allait de LFI jusqu'au RN en passant par les deux grands partis traditionnels qui étaient le PS et LR. Et en 2022, on a une reconfiguration totale de cet espace-là avec LR et PS qui sont devenus des confettis et qui ont échoué en fait à l'élection présidentielle. Ils n'ont même pas passé la barre des 5%. Emmanuel Macron qui a émergé, LFI qui s'est renforcé et surtout un énorme pôle extrême droite qui s'est enrichi de deux communautés, Reconquête et une communauté intermédiaire ici autour des patriotes et qui est en gros la communauté complotiste d'extrême droite et courroie de transmission de la désinformation du Kremlin. En tout cas, on peut voir avec ce genre d'observation à la fois la restructuration de l'espace politique français, bon, ça c'est vraiment un exposé en entier, donc c'est pas ça que je vous fais là, mais comment l'information circule et quelles sont les campagnes d'ingérence. Et la communauté à laquelle j'appartiens, pendant très longtemps, ont collaboré avec des plateformes, c'est-à-dire qu'on faisait ce genre d'études sur X, d'autres faisaient ça sur Facebook, d'autres faisaient ça sur TikTok, et quand on détectait des campagnes d'ingérence ou des problèmes par rapport aux algorithmes qui avaient des effets systémiques, eh bien ça s'était signalé dans les articles, et il y avait aussi des échanges parfois avec les plateformes qui corrigeaient. Et il y a eu aussi pendant des années, en gros, une délégation où les grandes plateformes comme Facebook, qui ne faisaient pas de la bonne modération, ou qui modéraient comme elles pouvaient mais n'étaient pas exhaustives, eh bien, s'inspiraient aussi de ce qu'ils faisaient dans la recherche pour compléter ce qu'ils faisaient. Tout ça a complètement changé en 2022, notamment ça a commencé sur Twitter.
quand Elon Musk a racheté Twitter, une des premières choses qu'il a faites, c'est je ferme les API qui permettent d'observer. Donc par exemple ce genre de cartes, on ne peut plus les faire, on ne peut plus détecter les ingérences en temps réel, enfin il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, mais en tout cas il y a eu une fermeture de ces espaces numériques à l'analyse scientifique, qui est problématique puisque du coup, par exemple, les ingérences qu'on a détectées en temps réel pendant l'élection de 2017, bah, si ça arrive aux prochaines élections, on ne pourra pas tirer la sonnette d'alarme. Et après, cette fermeture de ces espaces-là s'est accompagnée évidemment d'une évolution idéologique. Alors sur X, c'est le plus patent, mais en fait, ça arrive aussi sur Facebook et sur d'autres plateformes. Des responsables des plateformes qui se sont explicitement mis à utiliser ces plateformes pour soutenir des partis politiques. Trump a été soutenu par Elon Musk à hauteur de 175 millions de dollars en numéraire, mais aussi avec sa plateforme pour l'élection présidentielle de 2024. Alors, je vous dis tout ça parce que nous, en tant que chercheurs, au niveau de l'Institut, on a un de nos objectifs, c'est de faire des longues séries chronologiques sur le social, comme vous faites des longues séries chronologiques sur l'océan, pour comprendre en fait où va la société, comment évoluent les techniques des informations. Et là, on a une plateforme sur laquelle on a 6 ans d'observation qui ferme, avec des migrations, des gens qui vont partir de cette plateforme, qui vont aller sur d'autres plateformes. Donc on se dit, en fait, il faut arriver à poursuivre cette analyse, faire un recollement entre les gens qui partent d'une plateforme et qui vont sur une autre plateforme, et puis continuer l'analyse sur les autres plateformes. La deuxième chose qui nous frappe immédiatement, c'est on voit déjà avec la campagne de Donald Trump, et puis dès qu'il prend qu'il allait prendre le pouvoir. Moi, j'ai étudié beaucoup la politique américaine depuis longtemps à cette époque-là, notamment via ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et donc, j'anticipe qu'il va y avoir un gros problème d'instrumentalisation des espaces numériques par l'administration Trump, parce que un des projets, c'est d'agir sur l'espace informationnel européen et en gros de gagner de l'influence économique, politique. Donc ça, c'était en novembre 2024, avant l'intronisation de Donald Trump. Bon, depuis, on a eu un an d'observation de ce qu'il a fait effectivement. Et juste pour rappeler en 2 mots, il y a eu plein d'événements, mais c'est inscrit dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui est sortie en septembre, que les États-Unis souhaitent accompagner un changement de régime politique en Europe. En gros, qu'ils souhaitent cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe qui va vers, par exemple, les politiques climatiques ou des politiques migratoires. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Donald Trump a dit aux Nations Unies en septembre que l'Europe avait une trajectoire suicidaire avec sa politique migratoire et sa politique climatique, et que ça menaçait la sécurité des États-Unis. Et dans d'autres documents, ils disent que donc ils vont devoir s'en occuper. Donc il y a une volonté très claire, écrit noir sur blanc, de faire de l'ingérence dans les actions européennes, mais de manière beaucoup plus ferme qu'il y aurait pu y avoir avant. Et donc, dans ce cadre-là, les réseaux sociaux sont considérés comme une arme fondamentale, tellement fondamentale que pendant la campagne de Donald Trump, J.D. Vance, parce qu'il commençait à y avoir donc des velléités de l'Europe de réguler les plateformes. L'Europe a beaucoup avancé sur la régulation des espaces numériques. Il y a eu la réglementation RGPD, puis la réglementation DSA, DMA. Et donc, devant cette évolution, déjà, J.D. Vance, à l'époque, avait dit « Si vous vous attaquez à X, nous, on sort de l'Europe. Nous, on sort de l'OTAN, on sort de l'OTAN. » Donc déjà, un problème, parce que l'OTAN, sans les États-Unis face à la Russie, c'est déjà un problème. Et puis, il y a eu d'autres menaces. Trump a dit, si vous touchez à la tech américaine, nous, on vous met des droits de douane. Donc, ce que l'on voit, et ce qui était anticipé déjà il y a longtemps, c'est que les États-Unis mettent le contrôle de l'espace informationnel via les réseaux sociaux, qui sont en gros le lieu de la fabrique de l'opinion, au même niveau qu'un niveau militaire ou que leur économie. Et donc, à l'époque, donc il y a 12 mois, un peu plus de 12 mois, face à la fois à la nécessité de pouvoir recoller et suivi des dynamiques sociales entre plusieurs réseaux, et cette idée que maintenant ces systèmes sociaux vont être instrumentalisés, on s'est dit il faut impérativement que la loi européenne soit appliquée, la loi européenne qui dit les utilisateurs des réseaux sociaux numériques doivent pouvoir circuler dans l'espace numérique. Ça s'appelle la portabilité effective des données, c'est dans le RGPD et dans le
DMA, donc Digital Market Act, qui dit en gros, un utilisateur doit pouvoir partir d'un lieu où il a construit sa vie sociale comme Facebook, LinkedIn, Twitter, vers un autre lieu s'il le souhaite, s'il pense que c'est dans son intérêt. Donc ça, c'est pour favoriser la libre concurrence entre les plateformes, c'est vraiment dans le droit européen. Donc on s'est dit, en fait, ce droit européen, actuellement, il n'est pas respecté parce que les plateformes ancienne génération, donc celles que je viens d'évoquer, font tout pour garder leurs utilisateurs captifs, puisque c'est leur trésor, hein, votre audience, vos données. Dans cette démarche, maintenant, elles sont protégées par l'État américain qui dit, si vous essayez de les forcer à évoluer et à respecter vos lois, nous, on fait ce que j'ai dit. Donc, on s'est dit, là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut implémenter le droit européen, tout simplement. Et donc, on a lancé ce programme de recherche qui, à la fois vise, qui s'appelle Open Portability, qui à la fois vise à continuer à suivre ces réseaux sociaux à travers d'autres réseaux sociaux vers lesquels les gens migrent, et à implémenter ce droit européen à la portabilité. Et donc, c'est une plateforme, un web service. Les gens vont sur ce web service, s'identifient en tant qu'utilisateur X, s'identifient en tant qu'utilisateur Blue Sky ou Mastodon, qui sont deux alternatives à X. Et puis à partir de ce moment-là, on a un annuaire et on peut dire qui est où, et on peut reconnecter les gens automatiquement à leur connexion d'un réseau sur un autre. Et l'idée, c'est d'étendre ça à plein de réseaux, de manière à ce que les gens puissent bouger, comme on bouge par exemple avec votre numéro de téléphone. Quand vous changez d'opérateur téléphonique, eh bien, vous ne perdez pas tous vos contacts et votre numéro de téléphone. Maintenant, la loi impose que votre téléphone vous appartient. Donc ce qu'on a fait, c'est une plateforme, il y a un an, qui permet de faire ça. C'est la première plateforme européenne qui fait ça, c'est la seule pour l'instant d'ailleurs. Et puis on a enrichi cette plateforme progressivement. Là, on a sorti une nouvelle version qui permet notamment de faire une cartographie du web social, indépendamment du réseau social numérique où vous êtes. Donc on place les personnes et ça permet de découvrir le web social et à partir de cette cartographie, eh bien, de se reconnecter. Donc en fait, on inverse le rapport de pouvoir entre les plateformes et les utilisateurs. Les utilisateurs n'ont pas à dire d'abord où ils sont et après à faire venir les gens et dire qui ils sont. C'est plutôt, on dit qui on est dans le web social et ensuite on dit sur quelle plateforme on peut vous voir. Donc ça, c'est la plateforme, elle s'appelle Open Portability. Et il y a un raccourci, c'est GPS plan social pour y aller. Alors, quand vous faites ça, donc, encore une fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'implémenter le droit européen de manière à ce qu'il y ait une libre circulation dans l'espace numérique. Quand vous faites ça, eh bien, vous voyez que déjà, ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire ce qu'évoquait Mathias Girel, le fait qu'aux États-Unis, vous avez une attaque contre la science qui est multicanaux et qui utilise à la fois les médias, les réseaux sociaux, le juridique, etc. Eh bien, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que ces stratégies sont déjà présentes en France par des acteurs qui s'inspirent de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, quelques jours après, enfin au moment où on a lancé ça, on a eu ce genre d'attaque, donc c'était en janvier 2025, c'était il y a 12 mois. On a eu d'abord plusieurs semaines de dénigrement sur les réseaux sociaux. On nous expliquait qu'on détournait de l'argent public en implémentant ce genre de plateforme. On nous expliquait que nos publications n'étaient pas significatives, qu'on faisait un Cambridge Analytica, enfin n'importe quoi, ça c'était sur X. Ensuite, le jour où on a sorti officiellement la plateforme, tous les médias Bolloré se sont allumés. CNews, Europe 1, RMC, tout ça, en relayant donc cette désinformation qui s'était faite sur Twitter. Donc on a eu un épisode de blanchiment de la désinformation. Vous avez des médias assez officiels qui disent, et effectivement, il y a un chercheur au CNRS qui est en train de détourner des fonds publics pour faire ça. Et ensuite, il y a eu une deuxième vague, c'est-à-dire on a eu plein d'acteurs qui sont a priori liés à la nébuleuse Pierre-Édouard Stérin, donc exilé fiscal en Belgique, qui a décidé de mettre toute sa fortune au service d'une union des droites, on a eu des attaques qui donc sont liées à des personnes qui étaient proches du projet Périclès, donc qui consistaient à des interventions dans des médias, donc a priori des interventions payées, par exemple dans le Figaro. Des questions de députés à l'Assemblée sur RN et Union des droites qui interpellaient le CNRS en plein vote du budget, qui n'était pas voté, en disant que fait le CNRS, pourquoi il y a cette plateforme, etc. Regardez, on dit qu'il détourne de l'argent, expliquez-nous. Et des levées de cagnotte par des think tanks juridiques pour porter plainte et nous attaquer en justice. Donc ça allait nulle part, parce que c'était de l'intimidation, il n'y a aucune matière à nous attaquer. Mais donc on s'est vu se déployer ce truc-là. Et donc, on a un exemple en France de personnes, donc si vous voulez,
le narratif, c'était ils sont contre la liberté d'expression, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que vous avez des gens qui se disent patriotes, qui attaquent des chercheurs en France, qui eux veulent appliquer le droit européen, et ces chercheurs patriotes le font en défense d'une entreprise comme X, qui maintenant est perquisitionnée parce qu'elle est accusée de divers délits, enfin qui seront révélés plus tard, mais qui déjà ne respectent pas la loi parce qu'elle ne respecte déjà pas la loi européenne d'accès aux données. C'est-à-dire que nous, le fait qu'on n'ait plus accès aux données en tant que laboratoire qui travaille sur des informations, c'est contraire à la loi européenne parce que la loi européenne dit que les centres qui travaillent sur des informations devraient pouvoir continuer à faire ce travail de veille. Donc, on a déjà ces acteurs-là sur le terrain et en fait, par exemple, on peut analyser où ils sont. Donc, alors déjà, quand vous avez ce genre d'attaque, bah, ça perturbe évidemment tout le fonctionnement. J'ai passé 1 mois ou 2 mois avec le CNRS à rédiger des rapports, à répondre sur toutes les dimensions du projet, pourquoi cette virgule elle était là, pourquoi on avait fait ça comme ci, comme ça. Bon, à la fin, on voit que le truc est normal, quoi, mais ça perturbe, hein, l'effet de perturbation est clair. Mais donc après, une des réponses qu'on a essayé d'apporter, c'est de dire, voilà, on va essayer d'analyser scientifiquement ce qui s'est passé. Donc on a fait un rapport qui s'appelle l'Anti-science version Trump arrive en France. Et par exemple, on a analysé qui nous avait attaqué sur X. Parce que comme on disait ce matin, une des grandes choses, c'est de dire oui, tout le monde sait bien que, et en fait c'est le gouvernement qui cache, mais on sait bien que la science c'est biaisé, etc. Donc la question c'est qui ce tout le monde? Donc regardez l'image de droite, ça c'était en 2022. Je suis allé chercher les comptes qui nous avaient attaqués sur X pour voir où ils sont dans cet espace-là. Donc ces comptes-là sont, les seconds voisins de ces comptes-là sont les comptes en rouge en bas. Donc c'est pas n'importe qui. Cette zone-là, c'est lié à d'autres exposés qui seraient trop longs pour vous le faire, mais en gros, cette zone-là, c'est l'extrême droite confusionniste qui est la courroie de transmission de tous les narratifs pro-Kremlin. Et ça, on l'a documenté depuis 6 ans. Donc c'est vraiment de là que ça vient. Et après, donc, ça a été amplifié par des médias, Bolloré, etc., qui, eux, avaient peut-être d'autres intérêts, mais qui, en gros, se servaient de ce truc-là pour attaquer la science. Là, vous avez le réseau des gens qui nous ont attaqués. Mais comme on peut revenir dans le temps, on peut voir que ces gens-là qui nous ont attaqués, en fait, ce sont les mêmes qui ont fait monter les polémiques sur le réchauffement climatique, qui ont monté les polémiques sur la question des vaccins, qui font de la désinformation sur, par exemple, le variant Omicron, qui aurait été une fabrication d'un laboratoire pour relancer le Covid, qui à 73%, 75% relaient la propagande du Kremlin, qui ont relayé le convoi des libertés. Donc en fait, les observatoires on a développés sur X Twitter, donc depuis des années, et qui nous permettent de localiser cette communauté, montrent par ailleurs qu'en fait, vous avez quelques centaines de personnes, de comptes, et parfois il y a des personnes publiques dedans, qui en fait sont de toutes les polémiques, et qui créent la division et l'érosion de la confiance dans les institutions, les autorités scientifiques, médiatiques et politiques. Donc c'est pas un hasard. Et les institutions comme la science, nous, de lutte contre la désinformation, ont été les premières à être attaquées, y compris aux États-Unis, comme l'avait rappelé Mathias Girel. Les centres de lutte de désinformation aux États-Unis ont été fermés. Les 2 principaux centres, les 2 très gros centres, Stanford et Harvard, ont été fermés avant la campagne électorale de Donald Trump. Quand vous avez des acteurs qui font les 3 P, populisme, polarisation, post-vérité, leurs premiers ennemis, c'est la science, c'est ceux qui vérifient les faits qu'ils eux nient, et ce sont aussi, évidemment, les personnes qui montrent qu'il y a de la désinformation. Donc ce sont les organismes à tuer. Donc on a essuyé ce genre de salve ici en France, et donc il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que c'est déjà là. Ce sont des acteurs qui déjà s'inspirent de ce qui se passe aux États-Unis, qui vont aux inaugurations de Donald Trump, qui défendent au nom d'un patriotisme des sociétés américaines qui n'ont qu'une seule volonté, c'est d'étouffer toute l'innovation qui peut se passer en France. Et donc il faut savoir réagir. Et je ne vais pas rajouter, puisque Mathias Girel l'a très bien dit ce matin, mais ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas encore intégré en tant que communauté scientifique et institution scientifique les bonnes manières de réagir. Quand nous on s'est fait attaquer, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on a laissé la place à toutes ces choses-là, et ça a laissé du coup X, par exemple, 6 mois plus tard, quand il se fait poursuivre par une ouverture du parquet de Paris, une enquête du parquet de Paris, X dit mais regardez, l'enquête est biaisée, la preuve, il y a peut-être un expert dedans qui a fait ce truc-là, et donc on voit bien que tout est politisé. Donc il faut bien savoir que
tout centimètre qu'on laisse à ce genre d'acteur va être exploité, et donc il faut immédiatement dire la science fonctionne comme ça, il y a des méthodologies, il y a des faits, c'est une communauté, et c'est pas à un truc extérieur en fait de dire ça c'est pas de la science, etc. Voilà, je m'arrête là, c'est fini.